Vous écoutez ou contemplez 2D6 Plus Cool, une émission déclinée en podcast et chaîne YouTube où parfois, comme c'est le cas ici, on performe, on enregistre et on monte nos parties de jeux de rôle comme des spectacles. Nous sommes quelque part en septembre 2022 et voici grand format Trip to Sky, épisode 3 sur 3. Dans ce jeu de Romaric brillant, on joue des démons cachés parmi les membres de l'équipage d'un navire volant, sillonnant une mer de nuages entre des îles flottant dans le ciel. Nous faisons partie de l'équipage du Sourire de la Reine, dont le commandant est Séraphaim, joué par Felondra. JC et Nastia, la chasseuse d'orage. Lisa Banana joue le rôle d'Eadim, la médecin, et moi-même, Lamson, je suis dans le rôle de Navagos, la vigie. KF est la maîtresse de jeu. Cet épisode est une fin de saison, dont les conséquences vont se répercuter sur tout Sky. Il va mettre en jeu des secrets du monde, et il n'est pas recommandé de l'écouter si vous comptez pleinement profiter de Trip to Sky en tant que joueuse ou joueur. Si vous poursuivez l'écoute, c'est en connaissance de cause. On raconte que cette campagne se serait poursuivie loin des micros avec moult rebondissements, des personnages hauts en couleur, du drama et des révélations à foison. On ne doute pas que vous parveniez au même résultat en jouant vous-même à votre version de Trip to Sky. Dans cet épisode, les musiques sont celles que nous a diffusées DJ Felondra pendant la partie et qui nous ont inspirés. Elles ont été à peine recalées pour le besoin du montage. Dans l'épisode précédent, nous avons sympathisé avec les membres de l'équipage de l'Étoile du Chien. Grâce à une chasse victorieuse aux larmes de Limul, nous avons permis leur guérison du terrible mal de l'écho, une maladie mystérieuse qu'ils auraient contractée dans des ruines dont ils ont refusé de communiquer la localisation aux autorités de la République du Son. Le chancelier du Son nous a demandé de résoudre ce mystère. L'équipage de l'Étoile du Chien que vous avez sauvé est resté presque muet au sujet de leur dernière destination, cette fameuse ruine un petit peu étrange dont la localisation est inconnue et que le chancelier Seller aimerait beaucoup connaître. Toutefois, à la faveur de la nuit et peut-être un petit peu de l'alcool qui a coulé hier, l'un ou l'une d'entre vous a reçu une carte, ou plutôt une liste d'instructions pour l'atteindre. Sans doute de la part de l'un de ces marins, peut-être pas le plus important, pas tant Silin, le capitaine, que je pense qu'on l'avait nommé. Il y avait Tikeras et Siran. Tikeras, absolument, ouais. Laquelle ou lequel d'entre vous a reçu ce petit coup de main de la part de Tikeras ? Je pense pas que ce soit Eadim, parce que j'avais très peu interagi avec l'équipage pendant la partie. Moi j'avais beaucoup interagi avec eux, ça pourrait être moi, mais peu importe. Ouais. Oui, je pensais à ça aussi, effectivement. Navagos, alors ? Et ben dans ce cas-là, oui. C'est quelque chose que tu ne dois pas dire au capitaine, bien sûr, en tout cas pas à Sirin, mais voilà les instructions qui t'ont été laissées pour atteindre la fameuse ruine en question, de la part de quelqu'un qui n'a pas la moindre envie d'y revenir, vu comment ça s'est passé la dernière fois. Les instructions sont moins que claires, mais en tout cas, la décision a quand même été prise au sein de votre équipage de suivre la route. Ça vous convient ? Oui. Yes. Ouais. Et c'est ce qui vous a mis sur la route, peut-être le lendemain même, en milieu de la journée, pour ne pas perdre beaucoup de temps et pour éviter les influences néfastes. Et c'est à Okos, votre navigatrice, qui est revenue la charge de déchiffrer et décrypter ces instructions d'avancée. Parce qu'elles sont, je crois que Tikeras, c'est justement la navigatrice elle-même. En tout cas, on va poser ça si ça n'était pas déjà le cas. Et les instructions qu'elle a laissées ne sont pas tant une carte ou un point posé précis, mais une suite assez complexe d'actions à réaliser, de directions à prendre. Et il est très difficile, en regardant juste les directions données, de comprendre où est-ce que tout cela va. Et c'est comme ça qu'on vous retrouve dans les nuages, après déjà un certain temps à naviguer. Okos suit avec beaucoup de perplexité les instructions données, et vous comprenez qu'elles sont moins pensées pour atteindre directement un lieu prévu que pour faire des détours et des détours encore et encore, et qu'elles sont assez longues à suivre. La traversée dure depuis peut-être pas loin de 24 heures maintenant. Vous avez longtemps navigué tout au fond des nuages, jusqu'à trouver une immense colonne de nuages. Une sorte de cumulus assez massif mais calme, dans lequel vous vous êtes enfoui et que vous avez suivi.
Depuis lors, impossible de savoir où vous alliez, en tout cas sans vous référer à vos instruments et à des calculs à partir des cartes. Parce qu'en effet, les instructions vous forcent à rester rigoureusement dans les nuages tout le long. Les dernières heures de voyage se sont faites dans des nuages de pluie, particulièrement dans des conditions particulièrement éprouvantes, dans un vent et un tonnerre assez systématiques. Et maintenant, vous êtes arrivés. La couverture des nuages vient de se déchirer il y a un instant. Les instructions sont terminées. Okos vient de l'annoncer. Et toi, Navagos, tu es sans doute le premier à voir terre quand tu l'aperçois. Une petite crique et une sorte de canyon au fond, tout comme ce qu'on t'avait décrit. Mais cette terre, ce n'est pas un îlot qui flotte au gré des vents. C'est une montagne. C'est une des montagnes du son. Votre carte vous a fait faire tour et détour, mais c'est vers le son qu'elle vous a ramené, dans des montagnes en hauteur. Toujours est-il que le canyon devant toi est exactement celui qui vous a été décrit. L'ambiance est un petit peu étrange. Vous êtes rapidement en vue donc de cette espèce de petit espace entre les arbres, un endroit un petit peu dégagé, et de grands pins autour qui te rappellent beaucoup de choses sans doute, Nastia. Effectivement. Tu peux peut-être même voir dans un coin l'un des chemins que tu avais l'habitude de prendre. Et de là où vous êtes, tout au fond du canyon, la silhouette d'un bateau qui semble ancré là dans l'ombre. Je pense que je dois dévaler l'endroit d'où je me tiens. Je pense que j'étais vers la figure de proue comme mon habitude. Et je pense que je dois débouler là où se trouve le capitaine. Bon, moi je suis évidemment sur le pont, mais plutôt à l'arrière, plutôt proche de la poupe, pour avoir une vue d'ensemble sur l'équipage et la destination après. Ce n'est pas normal, capitaine, c'est soit une mauvaise blague, soit... Je n'aime pas ça. Faut être plus précis. Pourquoi nous faire tous des tours pour retourner au son? Je me tourne vers Navagos. Je te demande, Navagos, tu identifies ces voiles qui restent dans l'ombre là-bas? En fait, Navagos était sur l'anti-vigie, vu que c'est... Comment dire, les instructions disaient qu'il fallait plutôt regarder vers le bas au moment où on s'approchait de ces terres. Et du coup, il n'est pas forcément placé au mieux pour pouvoir, au contraire, voir le navire. Est-ce que ça te va comme disposition, Romance? Oui, tout à fait. Et donc du coup, c'est avec précipitation que Navagos doit remonter à la vigie principale pour pouvoir répondre à ta question. Et on sent qu'il est mal à l'aise et stressé. Lui aussi se demande si tout ça n'est pas un mauvais tour qu'on leur a joué. Pendant que Navagos utilise ses poulies et ses cordes pour se propulser d'un pôle à l'autre du navire, je me tourne pour voir si j'aperçois Eadim. Je sais pas si t'es sur le pont. Je pense qu'effectivement je suis sur le pont. J'ai peut-être l'air un peu préoccupée en essayant de pas trop le montrer. Et Adim, est-ce que tu as remarqué cette espèce d'oiseau immense bien au-dessus de vous qui s'est enfui dans un nuage juste après votre sortie? C'est possible, c'est peut-être ça que je cherche du regard avec l'air un peu angoissé. Je m'approche de toi et je te dis, alors sans baisser trop la voix, mais simplement voilà, en parlant de voix normale vu que tu es juste à côté de moi, que disent les vents? Je ne saurais le dire. Je n'ai pas l'impression que le souffle du vent ici ait grand-chose à dire et ça me préoccupe beaucoup. Pendant ce temps, Nastia a posé une main sur son cou et en a sorti la boussole qui pend à son collier. Et il l'ouvre pour qu'elle lui indique le sens de la déesse, en fait.
Et je pense qu'elle doit murmurer quelque chose comme une forme de mélopée. Bien aimé déesse, apaisez votre courroux. Mais la boussole semble affolée. L'aiguille tourne dans tous les sens et ne retrouve pas la direction de l'écran, pourtant bien visible d'ici. Je pense que je le ferme bien vite d'une main tremblante. Navagos, quelle nouvelle? Il y a un navire. Il n'y a aucun pavillon affiché en tout cas. Est-ce que c'est correct de dire que il y a encore des nuages tout autour de nous et il n'y a que cette montagne qui dépasse, mais pourtant bien reconnaissable comme étant une montagne du son? Oui, sans doute. Peut-être que dans les nuages qui s'effilochent, ça et là, on aperçoit le reste de la Terre et d'autres montagnes, mais à peine visibles. Les contours même de la montagne où vous êtes ne sont pas clairs, mais vous êtes sans doute nettement dans les hauteurs. Je scrute aussi bien les nuages. J'essaie de tout de même garder un œil, ou en tout cas de revenir régulièrement vers ce navire qui est... Tu as dit qu'il était comment ? Il est au niveau de cette terre ? Il est en hauteur ? Où est-ce qu'il se trouve ? Il est caché dans cette espèce de canyon au-delà de la crique qui descend. Le canyon a l'air de se rétrécir de plus en plus, donc il n'est pas très engagé dedans. Mais il est du coup caché du soleil et de la vue d'à peu près partout, sauf d'ici. Il y a un navire caché. Je pense qu'il faut venir exactement par l'endroit qu'on nous a indiqué pour pouvoir le voir. Je suis même pas sûr qu'on puisse le voir d'un autre endroit du son sans gravir des chemins de chèvre. Ma boussole n'indique plus la déesse, ce n'est pas normal. Comment ça ? Elle n'indique plus la déesse. Quand les instruments s'affolent, c'est quelque chose de très anormal se passe. Kéfir doit grommeler un truc du genre bon débarras. Excellent. Je prends une grande inspiration. Bien. Navagos, ce navire a l'air militaire ou armé ? Qu'est-ce que j'en vois ? Ça va être difficile de voir dans l'ombre de toute façon, vu qu'il est loin des anneaux solaires. Tu distingues sans doute peut-être les ouvertures pour des canons, mais du reste, comme il n'y a pas d'insigne ni de drapeau, c'est difficile de l'identifier, une marine ou à une autre, quoi. Aucun pavillon, mais il semble être armé. C'est un repère de pirates. Il y a des pirates qui se cachent par ici. J'ai grandi dans ces montagnes. Quoi qu'il arrive, c'est dangereux. Bien. Restez sur vos gardes, je dois vérifier quelque chose. Et moi, je vais aller dans ma cabine, regarder la carte de Sky que j'ai obtenue indûment d'un capitaine pirate pour voir justement si je peux essayer de trouver cette localisation renseignée et... Ouais, si je peux glaner une information à ce sujet, quoi. Je pense que ma main se pose sur le poignet de Navagos et le serre. Cet homme, celui qui t'a donné l'indication, tu lui faisais confiance? Autant qu'on reste de l'équipage, mais j'ai tendance à faire confiance aux condamnés. Je sais pas pourquoi est-ce qu'elle nous aurait emmenés ici. Aux condamnés? Ils ont un sort funeste. Tous ceux de l'étoile du chien. Je ne sais pas combien de temps ils vont... Il y a mon regard qui se voile de larmes. Je te fais un petit sourire en disant eh bien, rendons-leur honneur en leur faisant confiance. D'accord. Pas sans imprudence, n'est-ce pas, mais... Seraphim, aucune de tes cartes ne mentionne cet endroit. Malgré toutes les routes particulières qui y sont écrites, toutes les routes secrètes et les habitudes de toutes sortes de personnes, le lieu n'a jamais été visité par quiconque a connu ta carte.
Je peux pas m'empêcher de réprimer un sourire à l'idée que... Alors même si c'est pas entièrement de mon fait, mais je suis sur le point de découvrir un lieu que aucun de ces pirates n'avait découvert avant. Je crois que j'échange un regard en fait dans le miroir avec cette partie de moi qui me regarde, cette partie si masculine et si sûre d'elle, et j'ai un petit hochement de tête. Je resserre la main, on voit que je resserre ma main gauche sur le fourreau de ma rapière. Et puis je sors, je dis très bien. Nous devons en avoir le cœur net. Nous allons approcher ce navire discrètement afin de nous assurer de ses intentions et de ne pas être pris à revers lorsque nous explorerons quoi qu'il se trouve là-dessous. Une fois que nous aurons écarté cette menace-là, une partie de l'équipage mettra pied à terre pour explorer les lieux, tandis qu'une autre partie restera à bord pour assurer une voie de repli. On devrait rebrousser chemin, commandant. C'est Letra, notre gabier, qui a pris la parole. Il a l'air en panique. Est-ce qu'il a l'habitude d'être quelqu'un de facilement impressionnable ou influençable ou... Il s'inquiète souvent de beaucoup de choses, mais il a des tripes quand même, quoi. Ouais. Voyons, reprenez-vous Letra. Si vous avez besoin de faire une chose ou l'autre pour vous sentir mieux, faites-le, mais je ne pense pas avoir posé une question, mais avoir donné une direction claire à cet équipage. Est-ce que cette direction déplaît à certains ou à certaines ? Il ouvre la bouche sur le point de répondre et finalement il dit rien. Ouais, je le fusille du regard. Et puis un peu en regardant ses pieds, il te dit au moins on devrait les approcher par le côté. C'est mauvais augure d'approcher un bateau par l'arrière. Enfin, c'est une technique qui n'est pas... Bref. Je regarde Nafs pour voir si elle hoche de la tête, si elle est d'accord quoi ou pas avec ce qu'il vient de dire. Elle a l'air de prendre ça comme une contrainte, mais elle te fait un petit signe pour dire que c'est faisable, quoi. Très bien, nous l'aborderons par bâbord. Concentrez les canons à tribord au cas où nous devrions lâcher une salve afin de leur faire savoir que nous ne sommes pas là pour plaisanter. En avant, vous avez vos ordres. Bien, capitaine. Bien, capitaine. La montagne n'était plus si loin, la manœuvre est vite effectuée. Vous pouvez vous poser un petit peu en amont de cette crique. Le bateau est ancré sur une petite prairie attachée à quelques arbres. Et vous pouvez mettre pied à terre si ce n'est déjà fait, sans doute pour les plus véloces d'entre vous. Sur votre côté, sur le flanc vers le ciel, vous avez cette crique donc, qui s'ouvre, une espèce de grand bassin, une sorte plutôt de falaise assez accidentée. Et sur le bord, dans un coin, il y a donc ce grand canyon qui rétrécit très rapidement et qui semble plonger dans les entrailles de la terre très vite. Et en bas de la crique, il y a une silhouette, il y a quelqu'un qui regarde vers vous. Je ne sais pas qui d'entre vous peut le voir actuellement. Quelqu'un qui serait déjà descendu ou qui serait encore à la vigie. Je pense être resté à la vigie pour l'instant. Attends, parce que quand tu parles... Pardon, hein, mais quand tu parles de mettre pied à terre, moi en tout cas le premier objectif c'est de rester sur le bateau, mais en gros de mettre en joue l'autre bateau pour s'assurer que c'est pas une menace ou que... Enfin tu vois. Ah, tu veux te poser devant et... Oui c'est ça, en fait, rester dans le navire. Ah oui pardon. Le plan c'était de rester dans le navire, mais en fait de venir à côté, enfin à proximité de l'autre navire pour déjà l'observer. Alors on est d'accord qu'il est dans un canyon. Hein. À gauche et à droite du navire, il y a des falaises. Enfin, il y a des. Il n'y a pas la place de le faire. Ouais. Oui, c'est des lui est déjà dans le canyon. Oui. D'accord. Et il n'y a pas la place de se mettre à côté de lui dans le canyon. Non. Ah pardon, j'avais pas compris ça. Et quand c'est vrai que je l'ai pas dit en fait, pardon. Et quand tu dis canyon, c'est comment dire? C'est-à-dire que nous, ce qu'on voit, c'est quoi? C'est un plateau avec cette faille en plein milieu et le bateau qui est à moitié engagé? Ou est-ce que c'est plus... parce que plutôt ça, ouais. La situation est en 3D. Oui. Est-ce qu'on peut se mettre au-dessus d'eux, par exemple ou... Oui, tout à fait. Faut imaginer, alors plutôt qu'un plateau, il faudrait plutôt imaginer que c'est assez pentu,
mais qui a un endroit un peu cassé, quoi, une espèce de crique ouverte, et que sur l'une des parois de cette crique, il y a cette grande ouverture comme une grande faille qui donne effectivement à ciel ouvert jusqu'à un certain point. Donc il est possible de se mettre au-dessus. Mais le canyon a l'air plus profond et il se termine juste sur un grand trou noir, quoi. Ok, je t'avoue que j'ai un petit peu du mal à visualiser exactement le truc, mais la direction que je donne à l'équipage, après je te laisse le soin de le modéliser comme c'est le mieux, c'est en fait dans un premier temps, en gros s'assurer que le navire va pas nous tomber dessus quand nous on sera dans le canyon, parce que j'imagine que c'est au fond du canyon que se trouvent ces fameuses ruines qu'avait exploré l'équipage de l'Étoile du Chien. En tout cas, s'assurer que le navire n'est pas une menace en soi, ou en tout cas comprendre ce qu'il vient faire là. Et en tout cas, une fois que ce bateau sera identifié, qu'on en saura plus, là, dans un deuxième temps, on peut aller explorer les ruines, quoi. Ok. Vraiment, pour la géométrie, il faut juste penser à un canyon, quoi. Donc deux falaises proches avec un vide entre les deux. Ouais, On peut venir par en dessus, mais pas par en dessous parce qu'il y a de la terre, Voilà. et ça s'enfonce dans les montagnes, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, très bien. Mais la question du coup, ce serait plutôt, est-ce que vous posez plutôt sur la crique, dans la crique en elle-même, ce que votre gabier ne veut pas, ou est-ce que vous posez sur les versants de la montagne un peu plus en hauteur, quoi. Mais après, si on se pose sur les versants en hauteur, est-ce qu'on a un moyen après de descendre ? Il y a des endroits un peu accidentés où ça devrait être possible. Ouais, ça va être un peu galère, mais c'est jouable. Mais on doit avoir des cordes. Oui, tout à fait. Oui, vous avez tout ce que vous voulez comme cordage, hein, du point de vue. On est sur un bateau. Oui, mais tu vois, plutôt que de descendre avec le bateau, enfin après, c'est vrai que ça permettrait que le bateau soit pas dans un truc où c'est super difficile de manœuvrer, j'imagine, si on doit partir en vitesse, quoi. Mais très bien. Bah, écoute, alors, voilà, vu que je suis le capitaine, a priori, c'est ma décision qui décidera. Bah, du coup, de laisser le bateau plutôt à flanc de montagne, un peu plus en hauteur. Et de là, on descendra par... oui, effectivement, par des zones accidentées avec des cordes, etc., jusqu'à aller voir ce bateau. Ok. Alors du coup, est-ce que vous descendez ou est-ce que vous restez à bord ? Ça, j'ai pas suivi par contre. Yes. Moi, je descends. Ouais, je vais descendre aussi. Vous êtes donc sur une espèce de pente herbeuse. Il fait assez froid. Vous avez des forêts de pins assez loin à perte de vue. Et à quelques dizaines de mètres devant vous, quoi, cette espèce de grande pente qui descend vers l'intérieur du canyon. Et sur le côté, sur votre gauche, imaginons l'ouverture vers cette espèce de grande crique nue pour le moment. Vous n'avez pas encore l'impression d'avoir froid, mais couvrez-vous, ok ? Vous allez attraper la mort avant demain, sinon. Du coup, je resserre un peu ma cape quand tu dis ça. Parce que j'ai déjà froid, je pense. Ouais, moi je vais effectivement dans ma cabine prendre des habits et un peu sur une intuition, en fait, je prends mon orbe nébuleux avec moi. Je le mets dans un repli de mes vêtements et je descendrai avec. Je sais pas d'ailleurs si en le voyant dans ma cabine, est-ce que les nuages dedans ont l'air de se comporter d'une étrange manière ou quoi, ou c'est aussi pas clair. d'habitude. Je ne sais pas ce qu'il a de très particulier. S'il y a quoi que ce soit, ce sera juste une impression d'immobilité, quoi. Il n'y a pas de mouvement, de rotation, Ah oui, ça c'est étrange. de courant interne. D'habitude, en tout cas, comme je l'imagine, justement, c'est un peu toujours très changeant, etc. Ouais. Mais ok, très bien. Est-ce que je peux dire que de la vigie, justement, où j'observe les nuages alentours, j'ai cette impression aussi d'immobilité, sauf vraiment tout au sommet des nuages, où en fait tout autour de là où on est, il y a comme ce panache, comme si un vent soufflait vers l'extérieur de là où on était. Et on voit juste vraiment le haut des nuages qui semble s'écouler tout doucement comme une fumée. Ouais, je vois. Et persuadé qu'il n'y a plus grand-chose à voir avec ces nuages, qu'on est dans un endroit étrangement hors du temps. Navagos va suivre les autres et
mettre pied à terre, si on peut dire. Hmm. Il saute de la vigie et descend tout doucement, mais vraiment tout doucement, comme lesté par le vêtement chaud qu'il a pris avec lui jusqu'au sol. Mais c'est comme si on avait jeté juste le vêtement chaud et non pas la totalité du corps de Navagos et de sa masse depuis la vigie. Depuis le haut du canyon, vous pouvez donc distinguer en contrebas le grand navire. Il n'y a personne visiblement à bord, sauf un homme assis contre le mât. Et effectivement, le canyon continue assez profondément et en descendant de plus en plus rapidement, en fait, dans les entrailles de la Terre. Capitaine, est-ce qu'il faut s'approcher de cet homme ? Il est juste appuyé sur le mât, c'est ça ? C'est ça. Et il a pas l'air de donner des signes, en tout cas qu'il nous a vus ou que... Non, pas particulièrement, non. Ok. J'aimerais bien m'approcher pour essayer de sentir son souffle. Est-ce que tu descends ? Peut-être un peu, oui, s'il est possible de descendre en escaladant, sans s'approcher de trop, mais peut-être juste un peu plus pour essayer de me rapprocher, de sentir le souffle de cet homme. Ce serait sans doute difficile, surtout pour quelqu'un qui n'est pas un maître de souffle et dont le souffle n'emplit pas l'air autour de lui. Mais en l'occurrence, ton sentiment ou ce que tu perçois est contrecarré ou brisé par autre chose, par un souffle invisible qui émane d'un petit peu partout, qui n'a aucun mouvement et qui ne vient de nulle part en particulier. Est-ce que je peux essayer de capter un peu de ce souffle avec ma pierre aérosophale pour peut-être essayer de mieux comprendre de quoi est-ce qu'il en retourne ? Comment est-ce que tu ferais ça ? Est-ce que tu ouvres la pierre pour récupérer un petit peu d'air ? Oui, je pense, oui. Hmm. Et je pense que ça doit demander un peu de concentration et de savoir exactement quel souffle je veux capter. Alors comment est-ce que tu décrirais ce souffle que tu veux capter ? Eh bien, je pense que je me suis, en désescaladant un peu la roche, je me suis penchée en avant pour me rapprocher le plus possible du bateau avec ma pierre au bout des doigts. Mais suffisamment pour être proche, mais ne pas avoir à descendre davantage et bien sûr ne pas tomber. Et j'essaye de décomposer le souffle qui vient de manière un peu aléatoire, un peu invisible, m'empêcher de sentir le souffle de l'homme adossé sur le mât. Et je pense que j'arrive à attraper celui que je cherche, mais c'est bizarre parce que je trouve qu'il est à la fois invisible et immobile alors qu'il ne fait que se faire balader par les autres souffles dans le canyon. Très bien. Tu es donc descendu peut-être à mi-hauteur de la pente vertigineuse qu'est la paroi de ce canyon, et les yeux posés sur cet homme contre le mât. Il te semble l'avoir vu bouger, te faire un signe de la main. Un signe un peu difficile à décrire, quelque chose comme la paume ouverte face à toi, mais rien de très précis. Il est tourné vers toi en tout cas. Je pense que je vais descendre un peu plus, mais avant ça, je vais jeter un regard vers le capitaine, peut-être pour avoir un assentiment ou bien l'inverse. Je te lance un regard espérant en fait que t'es sûr de toi, et puis je hoche doucement la tête, quoi. Et je demande aux autres de rester en arrêt et d'attendre ton signal pour continuer à descendre. Ok. Ok, ben du coup je continue à descendre pour m'approcher de l'homme sur le mât. Tu sautes sur le pont, du coup il va falloir faire ce bond-là à un moment. Oui, je pense quand je suis suffisamment prêt. Ouais. Tu es donc arrivé, tu as sauté sur ce pont et tu te retrouves à quelques mètres à peine de lui. Toujours aucun signe d'activité ou personne qui bouge ou que ce soit. Et l'homme est encore immobile. Évidemment, je m'approche, mais doucement,
parce que c'est assez étrange que cet homme soit là, immobile, si inexpressif. Il ne m'accueille pas alors que je saute sur le pont de son bateau sans y avoir été invitée autrement que par un regard. Et ouais, j'essaye de savoir peut-être quel pourrait être enfin, qu'est-ce qui le rend si immobile, quoi. C'est difficile de voir sa peau, mais plus tu t'approches, plus tu peux la distinguer malgré le manque de luminosité. Sous son bandana et sur ses mains, elle est constellée et couverte de rougeur un petit peu de partout. Il y a des filaments ou peut-être des veines qui semblent ressortir en noir à certains endroits. Il y a du sang qui a coulé sur son menton et sur sa gorge. Il a le visage et la tête avachie contre le mât dans une posture un peu étrange et d'évidence, il est mort depuis plusieurs heures au moins. Ok, ben, une fois que je m'en serai totalement assurée, je ferai un signe au capitaine pour lui dire que là, a priori, aller jusqu'au pont est possible. Est-ce que c'est la première fois que tu vois un cadavre ? Je pense pas. Non, c'est pas la première fois. J'avais dû en voir avec Alsaut dans ma vie d'avant. Je vois. Ceci dit, le temps que les autres descendent, je pense que je vais le décrocher et le mettre peut-être dans une posture moins humiliante. Tes yeux se sont habitués en étant descendus, mais en remettant le regard vers le haut, tu mesures à quel point la luminosité est faible dans le canyon. On n'y voit pas grand-chose, les anneaux solaires déjà cachés par les nuages n'entrent vraiment pas ici. Il fait très froid. Bien, je pense que quand j'en aurai terminé juste de décrocher le corps de cet homme, j'essaierai de trouver de quoi allumer ne serait-ce qu'une torche pour éclairer l'arrivée de mes compagnons et peut-être me réchauffer aussi un petit peu. Très bien. Est-ce que vous descendez vous aussi ? Oui, de mon côté. Oui. Moi, en tout cas, je demande à ce qu'on descende et je crois que je garde un peu Nastia à l'œil pour voir un peu comment elle réagit au fur et à mesure qu'on descende. Ouais. Je pense que tu vois que j'ai un peu le regard absent, clairement le visage un peu blême. Et tu vois qu'à un moment, je porte une main un peu apeurée à mon dos, comme pour vérifier que mes ailes ne se sont pas déployées. Quoi. Dans ce genre de situation, Séraphaim, tu laisses Sip s'occuper du navire ? Oui. À moins que ce soit ton second, je ne sais pas. Ben, je pense que justement, en fait, je laisse volontairement Sip et Nafs ensemble, parce que je sais qu'ils vont s'équilibrer à deux. Ok. Et avec nous, j'imagine qu'on a pris peut-être 2-3 mousses, une ou deux personnes qui ont l'air d'être plutôt... tu vois, je me dis peut-être Tolgi. Voilà, des gens qui ont l'air d'être plutôt athlétiques, d'avoir plutôt du muscle et voilà. Alors les mousses, c'est les premières personnes qui vont paniquer par manque d'expérience s'il se passe un truc. Hein. Ouais, c'est vrai. Bah, du coup, peut-être prendre un ou deux mousses avec, un peu, tu vois, pour les former petit à petit, quoi. En les encadrant. Ça marche. Je me note qu'il y a au moins Alim et Tolgi, du coup. Ça marche. Ok. Alim a vraiment l'air d'être juste... il obéit aux ordres, il dit oui, monsieur, et il vous suit, mais il n'a pas l'air d'avoir très envie d'être là. Tolgi, par contre, il fait un peu plus présence et il essaye de... Enfin, il est effectivement c'est quelqu'un d'assez costaud, sans doute. Et il a juste l'air inquiet, mais sur ses gardes. Pour descendre, je vais attraper Alim. En gros, je lui dis agrippe-toi à moi. Et je le porte un peu comme on pourrait porter un enfant sur sa hanche. C'est histoire d'avoir vraiment une main de libre. Et en fait, je saute pour arriver vers la vigie. On descend beaucoup plus lentement que ce qu'on devrait descendre là, mais n'empêche que je le sens se cramponner à moi comme si sa dernière heure était arrivée. Mais au moins, je suis sûr qu'il ne tombera pas d'une corde ou autre en trébuchant dans ce canyon. Et je repense pas mal à quand j'étais un mousse comme lui. Terrifié par le vide. Moi, j'ai souri en te voyant le prendre et sauter. Une fois que vous êtes partis tous les deux, je descends un peu plus vite pour être à la hauteur de Nastia. Je lui dis, si tu as quoi que ce soit à dire qui puisse nous être utile maintenant,
Je pense que c'est important que tu nous en fasses part. Tout ce que je sais, c'est que c'est un endroit dangereux, capitaine. De quel danger parles-tu? Cet endroit, c'est ces repères de gens qui viennent pour faire des choses à l'abri des regards. Depuis que j'ai vu ça, je préfère être honnête. Tu sais que les pirates font autre chose que d'étriper et de dépouiller. Que font-ils d'autre? Un petit sourire, je dis bien des choses. Et je me laisse tomber un peu plus bas pour être en dessous de toi et continuer à descendre. Capitaine, je crois que je murmure quelques mots que tu n'entends peut-être pas. Qu'est-ce que Barbe Brune a contre vous? Je me crispe sur la prise que j'ai. Disons que le bateau que nous avons, je l'ai emporté avec moi. Il appartenait à quelqu'un d'assez proche de Barbe Brune. Vous avez atteint le fond du canyon, je pense. Je ne sais pas si vous êtes en train de vous diriger vers la suite, mais en tout cas, ici, vos paroles résonnent, mais elles sont aussi de plus en plus étouffées. Et dans la poussière environnante et dans les graviers qui restent très immobiles au sol, il y a sans doute moins d'oreilles que d'habitude pour vous écouter. Le bateau est posé au fond du canyon? Oui, il n'a pas d'antivigie et de mât et il est juste amarré au sol, mais tu vois qu'il tient quasiment contre le sol, quoi. Ok. Il n'est pas tout à fait posé dans la mesure où il flotte quand même, mais pas de beaucoup. Je vais aller regarder dans la cabine du capitaine du bateau si je trouve des cartes, des documents qui pourraient nous éclairer sur ce que ces gens viennent faire là, quoi. Tu es donc entré dans le navire en lui-même, sous le pont? Ouais. Ok. Vous êtes d'autres à descendre dans le navire? Oui, je pense que je te suis en ruminant tes dernières paroles. Moi, je reste sur l'extérieur, mais par contre, je suis très intéressé de tous les signes distinctifs de ce navire, parce que pour l'instant, on l'a très très peu distingué, vu comme il était caché. Et donc, je cherche une figure de proue, un nom gravé, inscrit sur la coque ou autre. Oui, d'accord, ouais. De mon côté, je pense que j'ai... étant donné que le reste de l'équipage commence à arriver sur le bateau, je me suis mise un peu en retrait pour examiner le corps de l'homme qui était accroché au mât, essayer de voir si je repère quelques indices sur ce qui aurait pu lui arriver. Et son identité peut-être. Ce qui lui arrivait est assez étrange. Il n'a aucune blessure apparente, mais il y a donc ces marques rouges et ces veines noires qui courent un peu partout sous sa peau. En le déshabillant un petit peu, tu vois que ça recouvre la majorité de son corps, surtout autour de la poitrine. Et le sang qui a dégouliné par sa bouche indique assez nettement sans doute quelque chose d'interne, quoi, une hémorragie interne causée par on ne sait trop quoi. Et tu n'aurais vraiment pas la moindre connaissance de ces symptômes si tu n'avais pas vu des marques similaires sur les marins qui revenaient de l'étoile du chien. Elles étaient moins intenses, mais il y avait quelque chose de cet ordre-là chez eux. Bien, je vais essayer dans un premier temps d'examiner davantage le corps pour voir si je verrais quelque chose comme une piqûre d'un insecte, d'un serpent, enfin quelque chose qui aurait pu les empoisonner de l'extérieur. Et puis sinon, je chercherai peut-être autrement. Je chercherai à comprendre en tout cas. Je comprends. Mais ça va être difficile. D'accord. Justement, aucune piqûre, pas de blessure apparente. Rien de particulier qui encrasse les narines comme les restes d'un gaz ou quelque chose comme ça qui aurait laissé une trace en passant. Le corps semble juste avoir décidé de mourir de l'intérieur de lui-même. C'est un type de cas assez rare que tu ne crois pas avoir déjà vu comme tel. Très bien. À ce moment-là, je dois me poser pas très loin de toi. Et je te laisse le mousse. Et je dois te dire un truc, genre... vérifie qu'il attrape pas mal. Bien sûr. Ça a pas l'air d'être très sain ici. Je pense que je serre les dents quand tu dis ça. Il a l'air très pâle, Halim. Enfin, c'est sans doute juste la peur. J'ai peut-être dans ma poche quelques feuilles d'une plante un peu énergisante. Donc je lui tends pour qu'il les mâche. Il te répond merci en bégayant. Il entreprend de mâcher les feuilles en elles-mêmes.
Je lui tapote un peu l'épaule. Ça va aller. Il a eu instantanément un regard extrêmement reconnaissant. Il est content qu'on s'occupe un petit peu de lui, quoi. Est-ce que Tolki descend avec vous, Séraphéim et Nastien? Non. Mm. Je pense que s'il fait mine de suivre, je lui fais un geste lui demandant de rester en dehors, quoi. J'imagine peut-être rester sur le pont avec un harpon. Ouais, parfait. Inquiet qu'il est de l'arrivée de quelqu'un. Mhm. Gaffe là-dedans. Hein. Je hoche la tête et puis dans un retourné de cap, je m'engouffre dedans. Okay. Et à l'intérieur du navire règne un silence total. Donc, il n'y a pas beaucoup de bruit à l'extérieur, mais le bruissement du vent, le son des feuilles des arbres au loin, les piaillements d'oiseaux, il y avait quand même un petit peu. Et puis les sons des pluies au loin. Dès l'instant où on entre à l'intérieur de l'enceinte du navire, il n'y a plus rien. Et il fait également extrêmement sombre. Vous ne voyez pas à 2 mètres et tout est juste complètement mort ici, y compris l'odeur qui est assez fine et qui a sans doute évité de trop monter à cause du froid, mais ça pue la mort ici. Tu cherches la cabine du capitaine, c'est ça? Bah, dans un premier temps, je pense qu'en sentant ça, tu vois, je m'arrête et j'essaye de sentir, de voir si est-ce que je sens quelque chose de particulier? Est-ce que tu vois, peut-être, est-ce que je sens une présence de démon ou d'une autre entité que je pourrais repérer de par mes talents ou quoi? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de pas normal, de pas ordinaire, quoi. Rien de tel, non. Si ce n'est justement cette immobilité invisible, étrange, que j'ai déjà décrite pour Eadim. L'impression qu'il y a quelque chose de paradoxalement beaucoup trop immobile ici. Le souffle, cette espèce de souffle invisible qui souffle sans se déplacer. Qu'est-ce que vous pensez des spectres, capitaine? Non, ça, qu'est-ce que je pense des spectres? Ce bateau, vous l'avez volé à une connaissance de Barbapom, c'est ça? C'était un spectre lui aussi? Elle aussi? Pas à ma connaissance, non. Non. C'était qui? Vous avez des connaissances chez les pirates? J'ai un petit sourire. On croise beaucoup de gens à Zéné. Bien... Peut-être que... Lorsqu'on sortira d'ici, je vous donnerai la suite de mon histoire, alors. Je ne vois pas en quoi ça pourrait être pertinent de donner les détails dans cet endroit qui semble à l'arrêt. C'est justement parce qu'il est à l'arrêt et parce que je sens très peu de souffle vivant ici que je m'intéresse à votre tracas pour distraire mon esprit. Je sens beaucoup de douleur en vous, capitaine. Et croyez-moi, étant donné mon éducation, je ne peux m'en empêcher. N'y voyez nulle intrusion. Évidemment. Tu vois, je me suis un peu remis en marche pour essayer de repérer où se trouve cette cabine, ou en tout cas trouver des éléments. Tout en marchant, je dis... Vous savez, les gens ne veulent jamais à mal. Ils mettent le doigt dans la blessure, ils tournent, mais ce n'est jamais que pour chercher une balle, n'est-ce pas? Ce n'est jamais pour faire mal en soi. Disons que j'ai une légère différence d'opinion là-dessus. Il y a un second corps Ouch! qui apparaît tout juste à la lueur de votre torche. C'est d'une femme assez âgée, enveloppée dans une cape brodée qui semble plutôt riche, qui est simplement tombée au sol, avec des marques rouges partout sur la peau. Je me mets accroupi pour la regarder d'un peu plus près. Moi aussi de l'autre côté, un peu en miroir. Vous savez, j'ai vécu bien des vies en une seule vie. J'ai dû être différentes personnes pour pouvoir trouver une place dans ces différentes vies, pour pouvoir exister. Ne pas être simplement un gibier ou un indésirable qu'on écarte du doigt. Et parmi vos différentes vies à vous deux, est-ce que vous avez déjà croisé des cadavres? Oh. Moi, je pense que oui. Je pense que j'ai tué plusieurs personnes. Je pense que j'ai vu des personnes proches mourir plus ou moins dans mes bras alors qu'elles étaient sous mon commandement et que je ne pouvais rien faire pour elles. Moi non.
Et pour tout dire, je n'ai jamais dégainé une arme de Fterra, donc sauf éventuellement pour un duel. Et je pense que j'accroche un peu ton regard pour ne pas regarder le cadavre. Et je pense que je te dis, est-ce qu'une personne qui est censée vous aimer a déjà essayé de vous planter son poignard dans le cœur, capitaine? Le semblant de sourire qui flottait sur mon visage se ferme. Si cela vous arrive, vous penserez peut-être un jour que les gens peuvent penser à mal. Alors ça ne vous est jamais arrivé à vous. La seule manière que j'ai eue de m'en consoler jusqu'ici, c'est de me dire que c'était finalement arrivé à tout le monde et que il ne s'agissait que de gérer sa douleur chacune dans son coin. En faisant ça, je me redresse et de nouveau dans un effet de cap clairement voulu comme exagéré, je romps là la discussion pour aller vers la cabine du capitaine. Ça marche. Moi je pense que je reste accroupi là et j'essaie dans un élan un peu de courage du moins d'essayer de surmonter mon effroi, j'essaie de fermer les yeux de la morte. Avagos et Adim, vous les attendez un instant? Je pense que je suis en train de discuter avec Adim du résultat de son autopsie, si on peut dire ça comme ça. Je pense que je te fais tout de suite remarquer les similitudes avec les marques que portaient certains des membres de l'équipage de l'Étoile du Chien. Et puis ensuite, je t'explique que j'ai pas trouvé quelle pourrait en être la source, mais que j'ai un mauvais sentiment sur l'atmosphère de ce lieu. Est-ce qu'il faudrait pas qu'il remonte, dis-je en pointant le menton vers les deux non-démons qui sont là? Est-ce qu'on remarque quelque chose de plus chez eux, justement? Est-ce qu'ils ont l'air d'être particulièrement plus affectés par cette atmosphère un peu étrange sur le bateau? Alim, clairement oui. Tolgi, il tient bon, mais en même temps, c'est un brave gaillard, quoi. N égale 2, ça va être un peu compliqué de conclure, quoi. T'as du mal à... Ça fait pas très longtemps que vous êtes posé ici. T'as vu dans l'état dans lequel étaient ceux de l'Étoile du Chien? Oui, mais est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier? Je veux dire, ils ont parlé de ruines, et peut-être que nous sommes là sur un navire qui a tenté comme nous de trouver ces ruines. Ils ont parlé de ruines aux gens du son. Est-ce que c'est bien ça qu'ils ont trouvé? Alors je ne m'explique pas ce mystère. J'ai vu quelqu'un bouger. C'est Tolgi qui est sur la proue. Où ça? Là-bas, ça vient de loin dans le ravin, dans l'espèce de grotte, là. Allez chercher le capitaine. Allez, on va laisser le destin en marche. Tu peux me réprimander parce que je donne un ordre alors que t'es clairement mieux classé que moi dans la hiérarchie. Tu peux me dire... Non, la tragédie c'est quand on sait qu'il va se passer un truc de terrible. Et donc Navagos va juste tirer sa longue vue pour essayer de voir dans la direction que Tolgi a indiqué et ne pas faire attention au fait que Tolgi va rentrer à l'intérieur de la cabine. Là où tu es, tu vois simplement la grande ouverture sombre qui descend petit à petit vers les entrailles. La roche est un peu étrange ici, brisée mais avec des régularités un peu inattendues. Et il te semble voir effectivement une silhouette un peu pâle disparaître dans les ténèbres, mais rien de clair, rien du tout. Et il n'y a plus rien qui bouge. Je n'aime vraiment pas ça. J'ai effectivement vu quelque chose de bouger, mais faudra aller plus loin. Et c'est ce que disaient les gens de l'Étoile du Chien. Ceux qui sont allés le plus loin sont ceux qui ont été le plus affectés. Et puis c'est à ce moment-là que j'ai l'idée, mais beaucoup trop tard, de demander à Tolgi de remonter avec Alim. Mais bien entendu, Tolgi n'est plus sur le pont, n'est-ce pas? Non, il est descendu. D'ailleurs, sous le pont, Séraphin et Nastia, vous avez sans doute atteint la cabine du capitaine, puisque c'est ce que vous cherchiez, n'est-ce pas? Yes. Une grande cabine que vous devez
illuminée du bout de la torche, vu qu'elle est plongée dans les ténèbres totales. D'un côté, un plan de navigation, des cartes épinglées, sans doute le registre de bord également, qui pourrait vous aider. Des papiers un petit peu partout, des archives, quelques livres qui restent. Aucune personne, aucun corps ici. Et des affaires personnelles, partout. Sur un des murs, un grand blason avec 2 épées entrecroisées, sur fond d'une aile d'oiseau. Tu connais ce blason? Est-ce que tu connais ce blason? Je ne pense pas, à moins que... Si, sans doute... On te l'a peut-être décrit brièvement. Peut-être que c'est le moment où tu connectes et le moment où tu fais le lien. Le blason de l'escadre de Carmin. Une organisation assez secrète qui se rattache à une autre organisation plus connue, l'escadre dorée. L'escadre dorée, ce sont pas vraiment des pirates, mais des gens qui... On sait pas exactement ce qu'ils cherchent. C'est une espèce d'organisation un peu secrète qu'on voit croiser un petit peu partout. Ils sont pas très nombreux, mais ils ont pas mal de moyens. Et ils sont a priori plutôt basés en assise. L'escadre Carmin, elle est encore beaucoup plus discrète. Ok. Ce blason vous dit quelque chose? Rien. Sans doute pas un pavillon sonnéen. Non, c'est celui de l'escadre 40. Je suis au Saint-Sourcier, là. Ça vous dit quelque chose? J'en doute renonçant. Sauf si on en parle à l'université de Zéné, je doute en ce que j'en sache quelque chose. D'accord. Commandant, c'est Tolgi. J'étais sur le point de dire quelque chose en fait au moment où Tolgi entre. Oui. On a vu un truc qui bouge, qui vient de plus loin. On sait pas ce que c'est, mais apparemment on est surveillé. Enfin, c'est ce qu'on pense. Très bien. Remontez sur le pont, nous arrivons. Très bien, commandant. Et je lance un regard à Nastia, je lui dis empaquetons ce que nous pouvons prendre avec nous, l'étudierons plus tard. Bien, capitaine. Et oui, je prends des cartes, quelques carnets, etc. et je remonte s'entraîner. De même. Très bien. Quelle est la suite du programme pour tous? Quand le capitaine réapparaît, je vais argumenter qu'il faudrait que Tolgi ramène le mousse sur notre navire. Je hoche la tête. Bonne idée. Le son n'est pas bon ici. C'est le moins qu'on puisse dire. Et Adim, il y avait une morte dans les quartiers, des taches rouges. Oh. Je voulais juste que tu saches, je sais pas si ça peut t'aider. Je vais la remonter avec son ami ici. Mais peut-être si nous remontons, ne devrions-nous pas les laisser là sur le bateau? Sans doute. Ce que vous proposez? Ah, au passage, le bâtiment sur lequel vous êtes s'appelle la Flèche Ailée. Vous avez dû trouver le nom en bas. C'est un féminin. Ok. C'était pas sur la coque, ça, du coup. C'était pas indiqué de façon... Ah oui, ça devait l'être. Non, t'as raison, tu as dû le voir, effectivement. Ok. C'est juste cohérent, quoi. C'est pas un bateau maquillé. D'accord, ok. Il me semble que le mieux que nous puissions faire est d'incendier ce navire. Laissons-nous son équipage, enfin ce qui reste de son équipage à bord? Ou bien je ne suis assez peu au fait des coutumes mortuaires de... Je ne sais pas, viennent-ils du son ou de l'assise? Non. Non, il s'agit de pirates. Je vois. Eh bien, si nous ignorons quelles sont leurs croyances, je ne saurais que suggérer pour... Enfin, vous savez. Quelles sont les tiennes et Adim? Oh, chez nous, nous laissons les corps à la nature. Les oiseaux et les carnassiers peuvent venir s'en repaître. Mais je ne vois pas ici beaucoup de carnassiers qui pourraient venir faire leur office pour ces corps. Quoi qu'il arrive, finir sur son bateau, je ne vois pas de meilleur destin pour un mort. Eh bien, soit. Bien. Tolgi, vous avez ordre d'incendier ce bateau et de remonter ensuite au sourire de la reine avec Alim. Très bien, ce sera fait. Alim,
Tolgi est votre supérieur pour cette opération jusqu'à ce que vous remontiez sur le sourire de la reine. J'attends de vous que vous suiviez ses ordres à la lettre. Est-ce clair ? Oui, commandant. Quant à nous, nous allons poursuivre l'exploration de cet endroit autant que nous le pouvons et nous remonterons au moindre signe de danger. Très bien. Soyez prudent, commandant. Vous aussi. Et dans un nouveau jeté de cap, je prends une corde et je descends jusqu'au sol. Je caresse la joue de Halim avec un grand sourire avant d'emboîter le pas au capitaine. Un sourire chaleureux. Pour essayer de lui donner la confiance que j'ai pas vraiment. Je descends à leur suite avec un air résolu et plutôt sombre. J'ai un regard vers le sourire de la reine. Je pense qu'on doit voir tout en haut dans une espèce de dernier ray de lumière. Et je descends aussi. Et peu à peu, la silhouette sombre du plafond qui se dessine petit à petit au-dessus de vous occulte le ciel et la dernière image du bateau que vous aviez, tandis que vous vous enfoncez dans les profondeurs. Vous avez donc continué. Et à la lumière d'une torche, vous avez commencé à voir apparaître, contour par contour, les restes brisés d'une ancienne dalle finement ouvragée. Des rainures, des contours pris par quelques herbes rêches et grisâtres. Et si vous avez déjà vu ce genre de choses, la construction et petit à petit la pierre maintenant bien agencée qu'il y a sous vos pieds, c'est effectivement celle des ruines écoéennes. Le chemin est assez large et une fois que vous êtes largement enfoncé sous terre, loin de la lumière, tout d'un coup vous sentez comme un énorme gouffre devant vous. Vous le devinez tout juste du fait que le chemin ne continue pas, sans le distinguer véritablement. Sur le côté, un vaste escalier descend encore dans les profondeurs. En continuant encore un petit peu, vous êtes arrivé dans cette immense pièce. Les parois sont difficiles à cerner, le plafond est invisible. Vous êtes simplement sur cette immense dalle qui continue à perte de vue, c'est-à-dire loin, mais difficile de jauger beaucoup plus. Un petit peu partout, des colonnades, des statues ailées, des statues de grands êtres ailés pris dans des capes et des capuchons. L'une d'elles se démarque particulièrement des autres. Elle est sur un piédestal portant une lame à la main et dans une posture de gloire glorifiée par rapport aux autres. Les cadavres continuent sur votre chemin. Un puis un autre encore. Effondrés au sol pour la plupart, morts depuis peu. Et depuis là où vous êtes maintenant, peu après avoir passé la statue, à moins que vous ne soyez encore resté devant, vous avez finalement trouvé la paroi en face de là où vous êtes entré. Un grand mur donc marqué de fresques, d'écritures anciennes, difficiles à déchiffrer et de dessins. Sans doute une œuvre artistique plus qu'un message. Sur les côtés, en longeant le mur, il y a visiblement d'autres accès, d'autres endroits où cela continue. Devant vous, c'est un autre escalier qui descend après une arche assez austère et imposante. Voilà où vous êtes rendu et tout est plus immobile et silencieux que jamais. On est d'accord que les silhouettes ailées, c'est des silhouettes humanoïdes ailées. Il semblerait, oui. Je crois que je peux pas m'empêcher de murmurer en fait en voyant la silhouette qui est en majesté. Alors ce n'était pas qu'un mythe. Je crois que je suis carrément en train de pleurer d'émotion, quoi. Ils sont comme nous. Je pense que Yadim déglutit un peu péniblement et regarde tout autour d'elle avec des yeux complètement incrédules.
Ou alors nous sommes comme eux. Je crois que je prends ta main. Je te dis, oui. Quoi qu'il en soit, c'est peut-être un peu comme chez nous ici. Tu veux dire dans le sens où si un humain normal rentre ici, il passe de vie à trépas, c'est ça? Peut-être que ce qu'il est tu nous protège. Sommes-nous vraiment comme ces êtres représentés? Ou sommes-nous un écho de ce qu'ils étaient? Est-ce qu'il n'est pas trop présomptueux de penser qu'on est totalement immunisé à ce qu'ils ont fait ici, mais juste un peu protégé? Comme pour te t'être trompé, je pense un peu à cause du désespoir que m'a procuré la vue de ce premier cadavre un peu de ma vie. Hein. Je pense que j'étends mon souffle pour essayer de le connecter à la statue comme si c'était un être vivant. Comme. Du moins pour sentir ses émotions. Il y a une force, effectivement, qui traverse cette statue. Un souffle puissant, qui se fait discret dans l'immobilité, mais qui te rassure. Quelque chose de flamboyant, sans doute. Et d'enveloppant pour toi. Quelque chose peut-être de rassérénant. Moi je pense que nous sommes ici un peu chez nous. Tu ne sens pas cette aura qui nous enveloppe? Comment sont les autres statues ailées par rapport à cette statue centrale? Est-ce que c'est une pose de dévotion, de vassalité, Ce serait difficile à dire parce que déjà il n'y a pas beaucoup d'autres statues. Elles sont directement tournées vers celle-ci. Elles sont plutôt parallèles. Et ensuite, leur posture t'échappe. C'est pas comme si c'était un signe clairement reconnaissable, comme un genou posé ou une posture d'adoration. Il y a une main dans le dos, il y a une autre main à plat devant le visage. C'est un signe qui vraiment ne te dit pas grand-chose. Corporellement, c'est un peu étrange. Je me retourne vers vous et je vous dis il faut que je vous dise quelque chose. Je te regarde. Moi, je te regarde avec beaucoup de douceur. Moi, je tourne mon regard vers toi comme si j'allais entendre un oracle. J'étais juste sous la figure ailée en majesté, et du coup, en me retournant, c'est comme si cette figure était au-dessus de moi, quoi, et dominait la scène. Voilà, je pense que nous devons l'honnêteté dans ce lieu, que nous sommes les seuls à pouvoir pénétrer. Lorsque je vous ai recruté dans mon équipage, je savais que vous étiez spéciaux et spécial, bien au-delà de ce que j'avais pu entendre sur vous. Et de mon côté, j'ai gardé pour moi un secret essentiel aux yeux du reste de l'équipage, mais que je ne pense pas pouvoir vous cacher plus longtemps. Je ne suis pas un homme. Enfin, je n'en ai pas les parties anatomiques, dirons-nous. Je suis la fille du roi Tronos, roi d'Assise, et de Phascomilas, sa femme. Depuis mon plus jeune âge, on m'a habillé et appris à me comporter comme l'héritier du trône que j'étais appelé à être. Mes parents n'ayant pas pu avoir d'enfants, mâles. Et j'ai appris par la suite, où que j'aille, dans les mains de vie que j'ai menées, que tout comme notre vraie nature était ignoble et horrible à qui nous contemplait sous notre vrai jour, ma vraie nature ne m'amènerait que des ennuis et des regards condescendants dans quelques positions où je me mettrais et où je serais en capacité d'amener du bien et de la paix dans le monde. Ah, ça c'est fort. T'aurais pu être ma nièce. Quoi ? J'ai, comment dire,
sais-tu que ta mère a une sœur? Ma mère. Sais-tu d'où vient ta mère? Et un regard vers les autres, je sais certaines choses. D'autres se perdent dans les nuages. Eh bien, sache que j'y suis allé jusqu'au fond des nuages. Parce que ma main se tend un petit peu et je pense que je peux m'empêcher d'effleurer ton visage, Séraphin, de la pulpe de mes doigts en fait. Et Séraphin, nous qui sommes tous obligés de vivre un mensonge, pas forcé à en vivre deux. Si je n'en vivais que deux, ma vie serait plus simple. Si tu pouvais apparaître devant le monde en vérité, quel visage montreras-tu? Je porte la main à mon visage. Et en fait, ma main s'arrête à 2 mm de ma peau. Je tremble et je la retire. Non, je ne serais pas en mesure de rétablir le voile pour le reste de l'équipage. Et Si tu pouvais, quelle vérité vivrais-tu? vous pouvez entendre en fait des coutures qui commencent à craquer dans l'arrière de ma chemise. Et tout à coup, en fait, des ailes diaphanes, des ailes de libellule qui sortent. Et j'ai une espèce de mouvement de recul un peu honteux, quoi. Tu es tellement magnifique. Aïe, capitaine. Ils ont raison, capitaine. Vous êtes magnifique. Et quel que soit le visage sous lequel vous décidez d'apparaître, vous aurez un équipage qui a confiance en vous. Je m'agenouille en mettant ma lame de phtéra au sol comme un chevalier, sans vraiment y penser. Ton épée destinée. Oui. On les a pas appelés des épées de terrasse. Ah pardon, c'est ce que je croyais. Non, Nastia, relevez-vous. Je ne vous demanderai jamais une chose pareille. Je le donne librement. Mais je me relève. Qu'est-ce qui, dans cette grande statue, me fait penser à Taetis? C'est pas grand chose et c'est à moitié caché par les vêtements de pierre, bien sûr, mais il y a quelque chose de légèrement inhumain dans la position de ce corps, dans les angles que font ses os, que tu retrouvais déjà sur le corps de Taetis. Je crois que je vais m'approcher de la statue et en fait étrangement indifférent à la scène de prosternation entre Nastia et Sérapheim. Je les contourne en fait comme si tout ce drama et ce pathos avait finalement peu d'emprise sur mon cœur en tout cas. Par contre mon regard est absolument fasciné par un des angles que fait les hanches de cette statue, et je vais vraiment caresser cet angle que peut-être vous n'aviez pas vraiment remarqué, mais qui a une disposition qui est pas du tout humaine, et j'y fais courir le bout de mes doigts d'une façon très très tendre. Je pense que d'où je suis, entre le capitaine et la statue, en ayant sur le côté Nastia qui se relève, je cherche à capter le souffle que je perçois pour l'emprisonner aussi dans ma pierre aérosophale. Celui de la statue? Et bah, justement, j'aimerais peut-être bien essayer d'avoir à moitié celui de la statue, à moitié celui du capitaine, capter qu'est-ce qui se passe, quel est le souffle qu'il se crée quand les deux se rencontrent. Très bien. Tout va bien, Navagos? Oui, tout va bien. Tu le reconnais toi aussi, celui est spécial, n'est-ce pas? Oui, ce n'était pas à ça que je pensais, mais oui, sûrement. À quoi pensais-tu? Je te regarde et je sais que les paroles qui vont passer mes lèvres vont peut-être te blesser, mais
Quelque part, je peux pas m'empêcher à ce qu'elle déborde. Et quelqu'un qui, j'espère, m'a aimé. Je te regarde un peu interloqué en fait. Je ne sais pas si je peux rester longtemps en présence de cette statue. Elle m'évoque trop de choses. Devrions-nous pas avancer un peu ? Oui, sans doute. J'ai replié mes ailes, je bouge un petit peu mes vêtements pour qu'ils se remettent vaguement dessus. Tout le monde est prêt à poursuivre. Oui, capitaine. Allons-y, capitaine. Toujours derrière vous, capitaine. Et ouais, je me détourne. Je crois que mes yeux sont brillants d'émotion. Et je mène la voie du coup pour continuer d'explorer Sermine. Et Adim, la pierre philosophale, tu tireras une unique goutte glacée et un air pur s'échappera par ailleurs. Le souffle de cette statue, ce que tu as senti comme une chaleur, reste comme un filament autour de la pierre et te semble de moins en moins chaud et de moins en moins beau. Plutôt, pas tant qu'il soit laid, mais plutôt qu'il soit austère et froid. Et tu comprends que plutôt que d'avoir condensé la fusion entre leurs souffles, la pierre t'a au contraire permis de séparer de ce souffle particulier la chaleur de ta confiance pour lui d'une part et l'austérité de ce souffle d'autre part. Ce n'est pas la représentation d'un être enviable, affectueux. Je pense que je vais serrer un peu les dents et fermer la marche. Peut-être est-ce dû à l'exiguïté de l'escalier, mais l'air étant particulièrement stagnant et moins présent, moins renouvelé, la torche brûle moins fort et éclaire encore moins. Après de longues volées de marche, vous êtes dans un espace beaucoup plus petit. Sur votre côté, une alcôve, un fatras de choses empilées. Des restes de livres, des objets, de toutes sortes, de quoi écrire, des notes, de vieilles bouteilles d'encre vides. Et plus étonnant aussi, des dizaines et des dizaines de squelettes de petits oiseaux. Devant vous, une grande porte de pierre, comme une immense stèle qui ne devrait pas être possible de passer, mais qui est brisée en son sein. Les gravats sont tombés autour, une ouverture au cœur et cela continue au-delà, dans les ténèbres. Je regarde autour de moi d'où peuvent venir enfin, d'où auraient pu voler ces oiseaux. Est-ce qu'il y a des ouvertures? On est quand même loin sous terre ici. Ou est-ce qu'au contraire il y a des signes qui montreraient que ces oiseaux ont été emmenés, je sais pas, des cages, des choses comme ça? Il n'y a ni tunnel, ni le moindre courant d'air d'ailleurs qui pourrait donner l'indication d'un autre passage. Il n'y a pas de cage non plus. Par contre, il y a sans doute des grands bidons vides qui pourraient peut-être avoir contenu de l'eau il y a longtemps. Et des sacs effacés avec les restes de graines ou d'autres choses à manger pour des oiseaux. Mais tout ça est très très ancien et très sec. Est-ce que la stèle a l'air d'avoir été brisée de l'intérieur ou de l'extérieur? De l'extérieur, nettement. On voit un peu partout autour de l'ouverture les coups de burin et les outils qui ont été utilisés visiblement pour la briser. Il y a encore des cadavres ici? En dehors de ceux des oiseaux, je veux dire. Oui, il y a cette main à demi encastrée dans l'ouverture de la stèle. Le corps visiblement de quelqu'un qui est au-delà et qui n'a pas pu en sortir plus que cela. C'est tout. Une fois de plus, j'étends mon souffle pour sentir s'il y a des émotions vives dans les environs. On a vécu ici, évidemment, et les traces d'un souffle ancien sont encore doucement disséminées dans ce fatras de choses qui sont disposées dans l'alcôve. De toute évidence,
quelqu'un a vécu ici pendant longtemps, et chaque pierre en est imprégnée. Mais c'est un souffle poussiéreux dont il ne reste que quelques soupirs. J'entends une petite prière, là encore, sans doute née de l'enfance, mais pour demander à la déesse de veiller sur son âme, où qu'il soit. Je pense que je vais examiner les oiseaux, voir si je parviens à reconnaître de quels oiseaux est-ce qu'il pourrait s'agir. Tu peux effectivement te pencher sur les petits squelettes, essayer de les trier en fonction de tes connaissances, remarquer, essayer de reconnaître les espèces du peu que tu en sois capable, en tout cas à partir juste des ossements. Et peut-être qu'en les manipulant, tu vas de façon un peu plus aiguë ressentir la tristesse qui reste encore dans ces vieux ossements. Je pense que au fur et à mesure que je les réassemble et rassemble par ceux qui se ressemblent, je vais commencer à susurrer une espèce de chanson entre les oiseaux et les serpents, qui est peut-être une comptine que j'ai appris en pensée pour apaiser les âmes des animaux qui meurent sans comprendre ce qui leur arrive dans le désert. De mon côté, moi, je vais observer la dalle, essayer de comprendre si elle a été forcée il y a longtemps, essayer d'écouter aussi si j'entends quelque chose qui viendrait de plus loin. L'ouverture de la dalle te semble être quelque chose d'assez récent. Impossible exactement de mettre le doigt sur qu'est-ce qui te fait dire ça précisément. Peut-être le fait que la poussière est encore presque intacte et qu'en marchant dessus tu laisses une empreinte. En tout cas, peut-être qu'il y a quelques traces dedans mais qu'elles ne sont pas encore complètement brouillées. Toujours est-il que sans pouvoir donner une date précise, ça te semble pas si vieux que ça. Qu'est-ce que tu voulais regarder d'autre, pardon ? Écouter plus loin si j'entendais de l'activité, quoi. Ouais, je vois. Oui, il y a une petite voix lointaine, à peine plus qu'un murmure, quelque chose qui t'appelait. Je m'avance vers la voix. T'as dû entendre, c'était quelque chose comme à l'aide, quelque chose comme ça. Oui, alors j'accélère le pas. Je te suis de près. Pareil. Je pense que bonne dernière, j'attends que vous soyez un peu éloigné pour me rapprocher de vous avec un pas un peu rapide. Tu t'engages donc précipitamment dans un couloir bien étroit, beaucoup plus petit et beaucoup moins fastueux que ce que vous avez traversé jusque-là. Jusqu'à cette petite chambre où la lumière de ta torche se reflète ça et là sur toutes sortes de petits éclats métalliques. Des cerceaux d'or, des ornements divers et variés comme dans un entrelac assez complexe sur les différents murs et les parois de la pièce. Devant toi, un piédestal de pierre et un disque à peu près à la hauteur de tes yeux, sur lequel sont posées de nombreuses aiguilles de pierre, certaines verticales pointant vers le sol, d'autres maintenues par un support vers le cœur de ce disque. Et légèrement brillante sur le piédestal, une ammonite fissurée. Il y a une ouverture dedans et une sorte de vapeur noire invisible semble s'extraire du cœur de l'ammonite. Mais j'ai aucune idée de... Enfin, il y a rien dans cette pièce qui appelle à l'aide. Ou alors ça pourrait être l'ammonite. Ok. Oui, je pense que je sors un linge pour... Enfin, je sais pas, elle est grande cette ammonite ? Un petit peu... elle ne pas énorme, non, elle doit faire la taille de, je sais pas, peut-être d'un... Ça tient dans les deux mains, quoi, si tu la prenais. Ok. D'accord. Je crois que je sors un Mais- linge. Mais Pardon. elle doit bien être accrochée quelque part si elle flotte pas, non ? Il y a toutes ces espèces de petites pointes de roche, en fait, qui la serrent de très très près, qui sont Ouais. posées. Du coup, elle doit peser inversement sur les pointes de pierre. En fait, je me tourne vers vous. Est-ce que ce serait préférable de la sortir de là pour qu'elle ne relâche plus ce nuage ici, non ? Sans doute, capitaine.
Et oui, je crois que je me retourne vers la pierre et je prends un linge pour me protéger les mains et je place le linge soigneusement autour de la pierre. En tout cas, autant autour de la pierre que je peux, malgré les épines de pierre. Et puis je la tire doucement vers moi, quoi. Elle est un petit peu difficile à dégager. Tu sens que comme si elle était accrochée ou que les pointes étaient en elle. Et il y a un sentiment vraiment atroce qui te saisit quand tu les as là entre les mains. Je ne saurais pas vraiment dire de quelle émotion il s'agit, mais la brisure au milieu, la fissure qui suppure de noir, il y a quelque chose d'insupportable à la voir, à la tenir dans la main sans que tu puisses exactement savoir de quoi il s'agit. Ok. Bah, j'essaye du coup maladroitement de la remettre à sa place. S'il y arrive ou si les... Tu la remets en place du coup ? Oui, je pense que mon réflexe du coup c'est pour pas la lâcher, juste de la remettre en tout cas à un endroit où elle va pas juste monter au plafond, quoi. Ok. Et puis après chercher voir si dans tous ces artefacts que tu as décrits, il n'y a pas un coffret ou quoi qui permettrait de l'enfermer dedans. Non. La pièce est assez dénuée, les arabesques d'or sont assez complexes et difficile de savoir exactement ce qu'ils font ici, mais la pièce se résume essentiellement à cette structure de pierre centrale et le reste comme une chambre de résonance ou guère plus. Tu décrivais ça comme une chambre, pas forcément une chambre à coucher, c'est ça ? Non, plutôt une pièce cubique. Il n'y a pas beaucoup plus à dire que ce que j'en ai donné déjà. Mais il n'y a pas de trace de vie ici, en tout cas. Cette fissure, lorsque je l'avais en main, c'était insupportable. Je ne sais pas si nous allons pouvoir l'amener à l'extérieur. Quand elle a l'air de tant souffrir, il faudrait faire quelque chose. Cette souffrance. La fissure a l'air d'être récente ou... Comment est-ce que tu saurais ça ? Et est-ce qu'il y a à proximité le moindre outil qui aurait pu provoquer en fait cette fissure ? Ou peut-être quelque chose qu'on aurait pu voir sur le chemin ? J'imagine ce cadavre qu'on a dû enjamber pour passer au-dessus de la stèle. Est-ce qu'il n'avait pas un outil de... pour faire sauter la stèle, il devait bien avoir une pioche, quelque chose, un burin, enfin... est-ce qu'il y aurait quelque chose qui aurait pu faire cette blessure à l'ammonite, en fait ? Alors c'est vrai que j'ai oublié de décrire le cadavre et je pense qu'il n'était pas seul d'ailleurs, qu'il y en avait quelques autres dans le couloir. Avec les burins et autres outils de taille de la pierre. Ceci dit, je suis bien placé pour savoir que c'est pas avec une pioche, un burin ou quoi que ce soit qu'on peut briser une ammonite. C'est réputé absolument indestructible. Il faut les forger. Toute la subtilité de la forge d'ammonite, c'est que on peut les déformer mais jamais les briser. D'accord. Peut-être que je dis quelque chose comme ça en disant mon papa m'a dit que... et je dis vraiment mon papa, tu vois, avec un truc vraiment très très enfantin. Et Adim s'approche doucement de l'ammonite en sortant de la poche de sa cape un petit flacon dans lequel elle avait conservé quelques larmes de lime-huile et essaye de déverser quelques gouttes à l'intérieur de la fissure. Elles disparaissent à l'intérieur et pas grand-chose ne change. Il n'y a même pas quelque chose qui s'échappe. Si, peut-être. Comme un instant d'apaisement, quelque chose d'un petit peu... comme un instant d'émotion qui se diffuse petit à petit et qui disparaît à nouveau dans le vide et dans le silence. Est-ce que vous savez quoi faire, capitaine ? Non, je n'en ai pas la moindre idée. Mais j'ai le sentiment profond que cette pierre ne doit pas rester ici. Et vous ? Est-ce sage d'amener toute cette souffrance avec nous sur le bateau ? Est-ce sage de laisser cette souffrance se poursuivre ici sans rien tenter pour l'apaiser ? J'ai un regard
vers Nastia et Navagos. Je pourrais essayer de l'absorber, mais Comment ça de l'absorber? même mes professeurs ne tenteraient pas ça. Ou du moins, je le crois. Mais peut-être que mon souffle pourra l'encaisser. Prendre sa douleur. Vous en êtes sûr? Je ne sais pas. Je n'ai jamais essayé, pour tout dire. Sinon, il y a juste à la ramener à l'extérieur jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de toi, et puis la lâcher, et puis elle montera. Mais Ce lieu est unique, Navagos, ce lieu est spécial. Je ne sais pas si je peux juste la laisser partir. et je ne sais pas si tu peux absorber tout ça. Ça a l'air d'être tellement de-là de toi, de moi, de nous. Je hoche la tête. Et je ne sais pas non plus si c'est une bonne idée de la laisser s'envoler, elle. Ce qu'elle souffre pourrait se répandre. Est-ce qu'elle n'est pas ici pour être protégée du monde et que le monde soit protégé d'elle? Alors quoi, juste la laisser là, seule? Si seulement il pouvait nous le dire. Les Cohen à l'entrée pourraient pas faire quelque chose. Il y a un souffle dans cette statue aussi. Ah bon? Il a raison. J'en sais rien si j'ai raison. Tu as raison sur le souffle, en effet. Et quoi, on pourrait mettre ces deux souffles en relation? Je préfère essayer que les laisser seules pour l'éternité. Je suis d'accord avec Nastia. Quelqu'un a forcé sa voix ici et a peut-être tenté de détruire cette pierre sans y parvenir, mais on peut voir aucune trace de violence, ni corps, ni objet. Pourquoi faire tout ce chemin pour endommager une pierre? Alors, mon papa m'a dit que c'était quand même compliqué d'endommager une ammonite. Oui, Navagos. Mais je doute qu'ils aient fait ça là. Je pense que cette pierre, elle est endommagée bien avant qu'ils arrivent. Oui. Et la stèle, c'était pour empêcher quiconque d'y pénétrer. Ils sont arrivés jusque-là sans tomber, sans être mal. C'est une fois qu'ils l'ont découvert que ils sont tous tombés. Il n'y a eu aucun mal à la décrocher. Pourquoi, si ils étaient arrivés ici, on est d'accord, Romance, que là dans la salle il n'y a aucun corps. Ou il y en a aussi ici. Non, vous en avez croisé, vous avez dû en croiser avant, mais Oui, c'est ça. dans la salle elle-même, il n'y en a plus. Depuis qu'on a passé la stèle forcée, il n'y a plus de corps, on est d'accord. Non, en effet. Si tu as raison, Navagos, peut-être le souffle ou le ressentiment accumulé s'est déversé dans la salle de la plaque lorsque celle-ci a été forcée et ces humains ne l'ont pas supporté. Mhm. Oui, c'est ce qui me semblerait. Et ça s'est répandu jusqu'au navire. Alors ce qu'il faudrait réellement, c'est rétablir la plaque de scellement, rétablir le sceau. Si on avait un moyen de savoir à quoi servait cette stèle. Bien, tentons ce que Nastia et Adim souhaitent tenter. Nastia, vous pensez pouvoir contenir cette pierre le temps que vous l'ameniez jusqu'à la statue qui porte du souffle en elle? C'est ce que j'espère. La monite fait quelle taille en fait? Juste pour que je me représente un peu le... Et elle est assez grande, il va falloir que tu la prennes à deux mains quoi, pour la tirer. C'est ça, ouais, d'accord. Je vais défaire la chaîne qui est autour de mon torse, chaîne de solidarité avec les spectres, et donc je pense que je vais la passer, pas forcément pour la nouer, je pense qu'elle serait même pas assez grande, mais juste pour qu'elle connecte les deux parties, en dessous, donc elle est entre mes mains et la monite. Et je pense que je vais juste émettre un petit souffle, émettre une vibration, je pense, dans la chaîne, comme si c'était un peu une procédure médicale pour faire croire à cette ammonite qu'elle est encore un peu connectée pour connecter les deux parties comme on connecte deux hémisphères cérébraux, quoi. Au moins le temps du transport. Très bien.
Donc vous la tirez de son espèce de prison de pointe de pierre et de la sortir de la chambre pour le ramener jusqu'au navire, c'est ça? Non, pour le ramener jusqu'à la statue déjà. Ah oui, bien sûr, ouais. Ouais. Très bien. Je pense que je vais fermer la marche. En tirant sur la chaîne, tu as donc pu déloger l'ammonite qui s'envole doucement, avec moins de poids négatifs que tu ne l'aurais cru. Elle flotte délicatement au bout de ta chaîne. Il y a juste une des pointes de pierre qui tombe, et une deuxième aussi. Les pointes de pierre qui formaient une espèce de réseau tout autour de l'ammonite fissurée, d'un coup, il y en a quelques-unes qui tombent comme si elles n'étaient plus retenues par rien. Vous ressortez de la chambre du coup? Oui. Yes. Oui, oui. Est-ce que, tout de même, peut-être que Navagos va s'attarder quelques instants. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui change dans l'atmosphère de cette chambre une fois qu'on en est sorti? Une fois que l'ammonite en est sortie, en fait. Oui, c'est plus que l'atmosphère. À côté de toi se tient dans son immense stature Tétis, au milieu des nuages. Tu te sens chuter, tomber, tu vois la brume qui te recouvre, tu vois la lune de glace au bout. Tu vois des armées d'ailes qui se lèvent dans les nuages, tu vois des plumes tomber de partout, tu entends des cris partout. La fumée et sa senteur âcre du feu dans tous les sens. Et le sentiment d'un instant d'un brasier gigantesque et une peur terrible qui te saisit. Tu viens juste de sortir de la petite salle. C'est peut-être pas forcément visible à la lueur de la torche tremblotante, mais je suis aussi pâle qu'un spectre. Peut-être que vous êtes déjà sorti de l'étroit couloir et je vais vous bousculer en sortant comme s'il fallait absolument que j'ai de l'air. Dès que vous êtes dans la salle où il y avait les squelettes des oiseaux, là où il y avait un peu plus de place pour passer, voilà, je vous bouscule pour sortir, pour aller à l'extérieur. Navagos, ça va? Navagos. Vous entendez juste un espèce de râle sortir du fond de ma gorge. Séraph, tu vois ce râle et c'est celui d'un puissant démon assis sur le trône de l'Assise. Un démon terrible qui a assujetti tout le continent. Il râle et il hurle et ses sujets se prosternent devant lui. La vision change, tu distingues les grands continents de l'Assise, la terre à perte de vue. Plus loin en fait que là où tu l'avais jamais vu se porter. Le continent était plus grand autrefois. Le ciel est en feu. Tout change encore et la tempête de flammes autour de toi. Et juste ces mots qu'on te chuchote à l'oreille. Ils nous tuent car nous sommes innocents. Et tu vois Navagos qui a l'air de se sentir mal devant toi, devant la stèle au bas de l'escalier. Navagos, attends. Et je pars après lui, moi. J'ai un regard vers Nastia qui tient toujours l'ammonite au bout de sa chaîne pour voir si elle tient le coup ou si elle a l'air plus inquiète. Non, moi je tiens le coup, je peux pas abandonner cette ammonite. Tu as l'image, Nastia, d'une arme noire, d'une lame avec laquelle on transperce l'ammonite, d'un flot d'étincelles tout autour, d'une énergie, d'une explosion apocalyptique qui devrait ou qui semble tenter de s'en extraire. Tu vois des figures ailées autour de toi. La chambre dans un état de resplendissance où l'or se met à couler, à prendre des formes étranges. Tu visualises aussi des grands continents, le ciel et les nuages, la terre à perte de vue, un monde plein. Et dans le ciel, un anneau solaire, plutôt un disque solaire unique. L'espace d'un instant, j'ai l'impression que cette lame noire est une autre lame, me diriger vers mon cœur, et puis je comprends que ce n'est qu'une vision, et étrangement, je souris parce que c'est affreux certes, mais c'est vraiment chez moi. J'en ai la conviction profonde.
tu sens le vertige. Parce que vous avez aussi, vous autres, Oui. un sentiment de perdre un petit peu contenance, d'avoir du mal à avancer, à voir ce qui se passe. Que faites-vous? Moi, je suis Navagos pour essayer de comprendre ce qui se passe et de le calmer. Navagos s'est arrêté en haut de l'escalier. Il a la main appuyée contre un mur et il voit le dos des statues de la grande salle. Et il n'ose pas aller plus loin. Il est encore complètement pris de panique. Et le vertige est d'autant plus grand pour vous. Vous avez du mal à vous repérer. Vos démarches sont de plus en plus vacillantes et tout vous semble trembler autour de vous. Vous avez le sentiment que le monde s'effrite, tout s'effondre. C'est un sentiment de désorientation de plus en plus intense qui se saisit de vous. Et qui se saisit de toi et Adim, tandis que tu te vois d'un coup flotter dans les cieux. Tu voles entre les deux ailes d'un grand oiseau. Tu croyais voir une sorte de chouette bleue pendant un instant, puis ça se réveille être une sorte d'immense aigle noir. Tu as une main gantée. Les choses changent et tu te vois filer à travers l'azur avec des nuées d'oiseaux qui t'entourent. On scande ton nom, tu n'arrives pas à en distinguer les syllabes. Et tu te vois ouvrir les yeux comme si tu étais à l'extérieur de ton propre corps. Tu voles, tu as les pieds tenus à la roche par une chaîne, mais tu voles comme un spectre. Tout change encore, tu remontes encore beaucoup plus loin. Le ciel est en feu et autour de toi on hurle « Il nous tue car nous sommes innocents ». Je pense que je mets une main un peu tremblante sur l'épaule de Nastia. Allons-y. Oui. Je ne reculerai plus jamais devant une lame. Je ne courrai plus jamais. Je ne fuirai plus jamais. À demi, la statue est tombée, brisée par l'immense faille qui vient de se former. Vous avez escaladé l'escalier tant bien que mal et vous êtes dans le grand espace. La sortie est à vue. Vous flottez presque. En fait, ce n'est pas qu'une sensation. Vous êtes comme en état d'apesanteur. Tu dis que la statue est brisée, c'est ça? Oui, il y a une énorme faille qui est apparue et qui a fractionné la salle quasiment en deux. Une faille pas très longue, mais qui fractionne la statue, en effet. Tout gronde de plus en plus autour de vous. La poussière tombe d'un peu de partout et petit à petit, c'est le plafond qui tombe sur vous. La poussière et les gravats qui se détachent du sommet de plus en plus intense. En voyant la statue brisée, Navagos reprend ses esprits. Et alors que vraiment tous doivent être particulièrement désorientés du fait de flotter à demi ainsi. Au contraire, il se retrouve dans son élément et il va guider ses trois compagnons vers la sortie sans vraiment toucher terre. Il y a une partie de Nastia qui veut rester ici. Et je pense que c'est qu'il faut vraiment la prendre sans doute par la main pour la faire venir. Je pense qu'elle reste la tête penchée en deuil devant la statue. Je pense qu'en m'en apercevant, je prends la main de Nastia et je lui dis alors si c'est ce que tu veux, tu ne seras plus jamais seule. Ma main lâche la chaîne et je pense que la monite commence à flotter dans l'air. Et je prends ta main et j'emporte la chaîne avec moi et je te suis. Et vous sortez donc de la grotte? Ouais. Séraphaim a eu un moment de... Peut-être son premier vrai moment de lâcher prise depuis des années. En fait, qui a démarré avec un sentiment de panique et d'impuissance avec la faille et puis avec l'apesanteur qui est venue en fait une espèce de légèreté soudaine et puis voir Navagos naviguer dedans avec tellement de légèreté en fait il y a eu un moment qui a duré peut-être 1 ou 2 secondes où en fait Séraphaim s'en est juste entièrement remis à Navagos, s'est laissé impulser comme ça vers la sortie, flotter vers la sortie et puis
Et puis a repris les teneurs du pouvoir. Et donc en arrivant au bout de la salle, il s'est retourné avec son regard aiguisé habituel pour s'assurer que tout le monde allait bien et que tout le monde quittait la salle sain et sauf. À l'extérieur, vous allez retrouver le bateau attaché beaucoup plus haut que vous ne le croyez. Les cris là-haut de votre équipage qui vous font signe, qui vous hurlent de vous dépêcher. Tant bien que mal, dans cette flottaison étrange, vous allez petit à petit réussir à les atteindre. Dès l'instant où vous êtes à l'extérieur, vous voyez bien que vous n'êtes pas les seuls en apesanteur. Les cailloux, les herbes, les arbres, parfois s'arrachent. Parfois même c'est la terre par modes entières. Que ce soit maintenant ou plus tard, vous finirez par comprendre ce qui se passe. Quand vous êtes né, on vous a dit que les monts du son étaient une chaîne de 7 montagnes balayées par les vents et les orages. Mais à vos enfants, si vous en aurez, vous direz qu'il n'y en a que 6. Ouch. Et c'est la dernière fois que tu verras ces scieries et les pâturages qui s'y trouvent, Bastien. Ok. Quant à notre partie, elle est terminée. C'est terminé. Est-ce que ça va? Ouais. Oui. 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 Bon, c'était dense comme séance. Oui, et Ouais. assez intense. Hein. Effectivement. Ouais. Ouais, pour moi aussi. On n'est pas allé cueillir des pâquerettes, hein. C'est clair. Ouais, innocent et demi quand même, hein. Mais j'ai trouvé très beau toute cette scène autour de ce bas-relief d'être ailé, parce que je trouve que c'est en fait un très bel investissement d'un peu une espèce de cliché de l'aventure Medfan qui est l'exploration des ruines anciennes avec le bas-relief, avec la vieille civilisation, on fait un peu genre oh ah, et puis on passe à autre chose. Et là, j'ai vraiment eu le sentiment que pour les 4 PJ, d'ailleurs c'est bien aussi pour ça, je trouve qu'on ait éloigné les humains et les humaines avant. En fait, je me suis dit à ce moment-là, ah mais en fait si ça se trouve, c'est la première fois que ces 4 personnes peuvent avoir une représentation positive d'elles devant elles et être entre elles et avoir une espèce de safe space. Ouais, C'était c'est très vrai. très important ça, ouais. Complètement. C'était très émouvant. Ouais. D'ailleurs, j'avoue que mon espoir secret, c'est que vous ayez aussi montré vos ailes, mais après, je En fait, j'ai n'allais un pas peu vous. été bloqué par un mot de romance, pendant je sais plus quelle partie, qui me disait que il fallait que ce soit vraiment toujours très signifiant et dramatique, donc j'ai pas osé, mais j'ai eu un petit peu envie. Ah, mais tu aurais pu. Oui, non, mais c'est vrai que Oui, voilà. c'est surtout pour pouvoir résoudre un problème que tu as besoin de ça, en fait. Oui, c'est ça en fait. Donc, Mais oui, là, c'était très signifiant et dramatique comme moment. Hein. oui, non, je veux dire qu'il fallait que ça ait des conséquences Ouais. terribles ensuite, quoi, tu vois. Donc je me suis dit, et puis en même temps, j'étais très très content que ce soit que le capitaine qui fasse ça, c'était très très Mhm. chouette. Que ce soit un seul entre Ouais. nous, quoi. Et je suis d'accord, je pense que ça aurait été un peu, je sais pas, un passage un peu forcé de la Oui. lumière d'un personnage à un autre. J'aurais trouvé ça assez artificiel. Bon, après, je sais pas si ça avait été fait, j'aurais peut-être pensé ça différemment, mais si moi je l'avais fait, en tout cas, j'aurais trouvé ça très artificiel. Oui, j'ai Ok. bien aimé que ce soit que toi, Fel, ouais. Ouais. Ah, et moi j'ai eu l'impression pour le coup que Navagos avait une relation beaucoup plus ambiguë à ce qui
à ce qui se passait dans cette salle en fait. Mhm. Il y a plein de trucs différents, du détachement, de la... Enfin, on a tous réagi différemment en fait, et moi j'ai trouvé que c'était cool. Oui. Ah, et puis le fait que t'es sorti... Enfin, c'est bien aussi, à chaque fois qu'il y a des trucs qui sortent, ça résonne avec nos histoires à nous. Oui, en fait, j'avais pas du tout prévu ça comme ça, mais je me suis dit, mais si, en fait, là, mon perso, juste, il se montre autant à nu qu'il est capable de se montrer à nu là maintenant en face de ces personnes-là, mais du coup. Ouais, puis t'as balancé le nom de Fascomilas et je savais qu'il était sur la fiche de quelqu'un d'autre, quoi. Ah, mais ouais, non, mais ça c'est ouf. Ouais. Après, il fait ah, du coup, tu es peut-être ma nièce, t'es là. Hein, quoi? Oh, oh là là. Retournement de table fois 1000. Il va falloir qu'on en discute. Mais... Ouais, tellement. Mais c'est cool du coup parce que ça crée un lien avec nos persos. Là, je trouvais qu'il n'y avait pas énormément de lien pour le moment entre nos persos. Donc c'est assez. Bah, pour moi, Navagos, il est détaché de tout, donc effectivement, Ouais. c'est très intéressant qu'il y ait ce lien qui se crée de façon profonde, enfin organique, Oui. quoi. Il y a Oui, c'est ça par la chair, quoi. quelque chose que je peux pas ignorer, voilà. Ouais, c'est ça. Parce que c'est un truc général, hein, je vous le dis, par rapport à Navagos, faut le mettre face à des trucs qu'il peut pas ignorer, parce que sinon il va juste rester avec son joli sourire, et puis un peu énigmatique, un peu comme le Bouddha, vous voyez. Enfin... Donc c'était cool qu'il y ait ça qui se passe. Est-ce que c'était un choix, comment dire, que tu avais prévu au Romance de pas utiliser le système de résolution pour tout ça ou... Ben non, mais j'ai pas vraiment vu à quel moment le mettre en place, quoi. C'est-à-dire, c'était quoi les problèmes à résoudre? Oui, voilà. Qu'est-ce qu'il aurait fallu mettre, tu Ça vois? m'intéressait parce que du coup, ça nous forçait vraiment à être un peu en mode presque OSR, c'est intéressant, quoi. Oui, c'est ça. Mais je trouve vraiment que le système de résolution et les problèmes sont pas la partie importante de Trip to Sky, voire la partie que je trouve difficile à mettre en place, sauf pendant les scènes d'action. Je pense que je vais vraiment le mettre uniquement dans les scènes d'action qui sont les moments où il se passe plein de trucs en même temps et il faut choisir où est-ce qu'on réagit. Parce qu'en fait, dès l'instant où tu mets des problèmes, à moins d'en mettre un sur lequel tout le monde se focalise, Oui. il faut... En fait, il faut tout de suite en inventer 12 000 en même temps. Donc et là, il se passe ça en même temps. Oui. À moins de décomposer les choses de façon un peu bizarre. Tu vois, je pense qu'il n'y avait rien qui vaille d'être utilisé comme un problème dans toute cette scène. J'aurais pu le faire à la fin, tu vois, sur l'échappée pour voir avec quels dégâts vous en sortez, qu'est-ce qu'il arrive au bateau et tout. Mais c'était la toute fin de séance, c'était pas le moment de ça, quoi. Oui, je comprends. Mais c'est vrai que pour une bataille navale, effectivement, ça se justifie bien. Pour le reste, je comprends que ce soit pas aussi simple, ouais. Enfin, pas aussi tentant. Oui, parce qu'à partir du moment où t'as, je sais pas, même Enfin, je pense que la pire façon de l'utiliser, c'est pour un trouver objet caché ou un jet de connaissance. Enfin, parce que là, tu fais, bah oui, je te mets un problème à temps. Bon, bah d'accord, j'essaye. Bon, bah je réessaye. Ah, ça y est, c'est bon. Mais du coup, dans le... Il y avait des moyens, comme le système de problème est assez dézoomé, assez abstrait, de représenter d'autres choses par ça. Je me suis posé la question, par exemple, si la poursuite des indices pour arriver jusqu'aux ruines avait du sens à faire comme ça, pour lequel, si vous échouiez collectivement, si vous vous essouffliez, vous vous retrouviez dans un autre endroit chelou, et c'était une partie complètement différente. Mais ça abstractise beaucoup des éléments assez concrets, et je trouve qu'il y a beaucoup de richesse déjà dans le fait de jouer sur le moment, les personnages pris dans cet univers-là, qui ont ce genre de rapport au monde. Donc ça me semble bien de rester vraiment très très narratif et de ne sortir les dés que sur les moments d'action et de combat, en fait. Oui, je comprends, ouais. Mais c'est vrai que ça a eu un effet assez intéressant, notamment de face à la baniste, c'est le système a un côté un peu, pas JRPG, mais un côté un peu... ça met clairement le focus sur ce qu'on doit faire, en fait. Et là, j'avoue que on était complètement face à notre subjectivité, c'était assez déstabilisant, mais pas en mal, quoi. Ouais. C'était intéressant. Pourquoi personne n'a regardé les textes et les bouquins qui étaient à côté des cadavres d'oiseaux? Parce qu'on joue pas le scénar, nous, monsieur. Parce que moi, j'étais plus intéressée par les oiseaux eux-mêmes. Ouais, ça c'est... Ouais. Non, en fait, je me suis vraiment demandé pourquoi Nastia, qui était allée à l'université, tout ça, enfin, pour moi, c'était la personne la plus... la plus... Ah bah non, moi je vois pas du tout, en tout cas ma branche musicale, la musique des émotions, je vois pas du tout ça comme quelque chose de littéraire, non. C'est en tout cas pas vraiment attiré par l'écrit avant toute chose, quoi. C'était effectivement pas trop ce que j'avais en tête, c'est marrant.
On avait tous une bonne raison de pas regarder les. C'est Ouais. ça. Pas regarder les bouquins. Ouais. Je sens que ça a l'air suspect. Tant pis pour ce que vous auriez pu y trouver. Eh oui. Il ne fallait pas appuyer sur le bouton. Mais c'est marrant, c'est que même dans la description, mon esprit n'est pas du tout accroché au bouquin, ce qui est assez peu naturel. Il est certain que l'année prochaine, à partir de septembre, on fait une saison 2 pour toutes les personnes qui veulent. Il n'y a aucun souci et ça me dit bien. Parce que je vois bien qu'on égratigne les surfaces, mais qu'il y a vraiment de la place pour faire une campagne au long cours en fait, de Trip to Oui. Sky. Ouais. En fonction de vos envies, en fonction de ce qui vous intéresse, de vos disponibilités et tout, bien sûr. Mais bon. Pour moi, c'était assez amusant à jouer. Il y avait beaucoup. Enfin, j'en reparlerai peut-être plus en débrief ou après la campagne, mais une partie de la scène qu'on a vécue ici est proposée dans les bouquins, quand ça fait partie de la grande trame de Trip to Sky. Et il y a juste un twist que j'ai ajouté qui s'est retourné contre moi. Enfin, il y a eu un enjeu assez énorme pour moi qui était de savoir est-ce que vous allez faire ou pas s'effondrer l'un des monts du son. C'était pas prévu que ce soit aussi massif. Et vous vous êtes rendu compte de ça à la toute fin. Mais il y a eu une demi-heure de tergiversation pour savoir si vous enleviez ou pas la monite. Et moi, j'en pouvais plus devant mon écran, en fait. Parce que je savais la connerie terrible que c'était de l'enlever. Et en même temps, il n'y a rien pour t'empêcher de le faire, quoi. C'est vraiment de la pure intuition qui sort de nulle part. Et vos arguments, votre idée de sauver cette espèce de boule de souffrance que vous avez trouvée était très juste. Mais enfin, voilà, quoi. Moi, j'ai attendu. Est-ce qu'on va sacrifier 1/7 du son ou pas, quoi. C'est affreux parce que, ouais, pour Nastia, je sais pas trop comment on va se trouver ça, mais c'est intéressant du coup. Non, je suis intéressé de voir qu'est-ce que ça va donner pour toi après, parce qu'on a effectivement fini sur j'allais dire un cliffhanger, mais comment est-ce qu'il faudrait appeler ça? Oui, c'est. Un cliff-faller. C'est ça. Du coup, ouais, ça va être avoir des conséquences assez terribles. Ouais. J'ai hâte de voir ce que cette onde de choc va créer. Ouais. Ouais, et puis ça me. Après coup, je réinterprète tout ce que tu nous disais pendant qu'on était en train de déplacer la monite. Ah oui, non, elle a l'air d'avoir finalement très peu de points négatifs. Ouais, tu m'étonnes, on est en train de tomber en chute libre, donc forcément on le sent pas, quoi. Ouais. C'était assez classe. Hmm. Et on a tout cassé. Ouais. Eh ben. Bien hâte de savoir ce qui va sortir de tout ça. Et ben, on va dire au revoir à Craig déjà, qui nous a bien laissé écouter comme ça. Ah oui. Bonne nuit. Au revoir, revoir, Craig. 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 Salut Bonne Craig. nuit.